Pouette, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On le sait tous, il y a énormément de façons de mourir. Mais s'il y a une façon à laquelle on ne pense pas systématiquement, voire quasiment jamais, eh bien c'est de mourir à cause des vêtements que l'on porte. Aujourd'hui je viens vers vous avec 5 anecdotes historiques, meurtrières ou surprenantes au sujet des vêtements. Avant de commencer cette vidéo, je vais mettre 2 disclaimers. Le premier, ça va être au sujet des trigger warnings. Car on va parler d'empoisonnement menant à la folie et à la mort, mais aussi de personnes brûlées vivantes et également de guerre. Si ce sont des sujets avec lesquels vous avez du mal, n'hésitez pas à regarder une autre vidéo, il n'y a pas de problème. Le deuxième disclaimer, c'est que si la plupart de ces anecdotes semblent stupidement meurtrières, il faut se rappeler qu'à notre époque actuelle, la mode tue toujours. Alors, moins le consommateur qu'au niveau de l'industrie, mais entre l'exploitation des populations et les empoisonnements des ressources essentielles, on n'est toujours pas tout blanc dans cette histoire. Évidemment, je ne suis pas là pour faire culpabiliser qui que ce soit par rapport à telle ou telle matière de consommation. On fait exactement comme on veut et souvent même comme on peut, c'était pas donné à tout le monde de mieux consommer, évidemment. Je dis surtout ça pour rappeler que dans quelques dizaines d'années, nos descendants regarderont notre époque en se disant un peu la même chose que l'on risque de se dire au cours de cette vidéo. Et je suppose que malheureusement actuellement nous faisons plus de dégâts qu'à l'époque. Bref, par avance, n'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je parle de choses très variées sur cette chaîne YouTube, donc si t'as envie de savoir plein de nouvelles choses autour de la mode, des plantes, de la couture, du crochet, des livres, il y a à boire et à manger ici, dans une ambiance cosy, je l'espère. On commence tout de suite avec la première anecdote qui concerne les chapeaux en feutre. On se trouve en Europe au XVIIe siècle. La mode des chapeaux en feutre était intense. Sauf que c'est tellement intense qu'au bout d'un moment, la matière première commence à disparaître. Et quelle est donc cette matière première? Eh bien, c'est la fourrure de castor. Alors, je sais pas si vous le savez ou non, mais des castors, on n'en trouve pas en Europe. On en trouve en Amérique. Et ça tombe pile poil avec la période de colonisation de l'Amérique. Alors, quand je parle d'Amérique, je vais parler d'Amérique du Nord, c'est-à-dire ce qui est actuellement les États-Unis et le Canada. La disparition des castors va malheureusement déclencher une guerre pour pouvoir s'accaparer ces ressources. Dans le conflit s'opposent deux camps. D'un côté, il va y avoir les Français qui étaient en train de coloniser l'Amérique du Nord et le Canada, soutenus par les Hurons et d'autres nations autochtones. De l'autre côté, il y a les Hollandais qui étaient également en train de coloniser l'Amérique et ceux-ci sont soutenus par les Iroquois. Plus tard, ce camp-là sera rejoint par les Anglais parce que oui, une guerre française sans les Anglais avant le XXe siècle, ça fait bizarre à tout le monde. Ici, ça peut sembler quand même assez absurde de voir des gens quelque part se battre pour pouvoir tuer des animaux. Il faut savoir que ces conflits ont duré 60 ans. Oui. Et pendant ces 60 ans, malheureusement, les castors ont continué de diminuer en population. Mais pas que, il y a aussi pas mal de nations autochtones qui se sont retrouvées décimées. La guerre s'est terminée lors de la signature d'un traité. Et aujourd'hui, cette guerre est connue sous le nom de guerre des castors ou guerre iroquoise. Oui, c'est affreusement triste et je me demande si les Européens à l'époque avaient conscience que cette guerre se passait pour les chapeaux. Pour cette deuxième anecdote, nous allons parler de superstitions. Au théâtre, les superstitions peuvent sembler parfois farfelues pour les personnes extérieures. Parmi elles, on retrouve le fait de ne pas prononcer le nom de la pièce Macbeth. Ou par exemple ne pas siffler dans les coulisses. Mais parmi toutes ces superstitions, il y en a une qui a sauvé la vie à de nombreuses personnes. Le fait de ne pas porter du verre sur scène. On attribue cette superstition à la mort de Molière qui, selon la légende, est mort sur scène en portant du verre en jouant le malade imaginaire. Aujourd'hui, on sait que c'est plutôt faux, qu'il est mort chez lui après la représentation, mais malgré tout, cette histoire a sauvé des vies. Pourquoi? Eh bien parce que plus tard, il y avait deux teintures qui étaient extrêmement prisées, qui étaient le verre de Chelles et le verre de Paris. C'était des teintures brillantes, durables, reluisantes, vraiment magnifiques, sauf qu'elles contenaient de l'arsenic. On en trouvait sur les vêtements, les accessoires, le papier peint, les jouets pour enfants, dans la décoration, sur les couvertures de livres et même un peu rarement, mais on en trouvait quand même, dans les cosmétiques. Vous vous en doutez, ces teintures ont été malheureusement responsables de nombreux décès. Vraiment, ça fait partie des vêtements qui ont tué le plus de personnes. L'un des facteurs aggravant du coup la contamination par la peau, eh bien c'était la transpiration.
et vous en doutez, les comédiens transpirent énormément sur scène lors des représentations. Si Molière n'est pas mort de la teinture d'un vêtement, car la mode n'existait pas encore à l'époque de sa mort, il est sûr que sur scène, on aurait utilisé des teintures aussi brillantes et visibles pour les représentations. On peut dire que la légende autour de sa mort a sauvé de nombreuses personnes. Pour l'anecdote suivante, eh bien il n'y a pas de mort. C'est juste, je voulais la mettre dedans parce que c'est une anecdote que j'aime personnellement énormément, que j'avais appris au lycée pendant mes cours d'histoire de la mode et je trouve qu'elle est assez intéressante et assez farfelue quand on y pense. Est-ce que vous savez qu'à la fin du XVIIIe siècle, il y avait des punks? Ouais, juste après la Révolution. Et c'en est d'ailleurs la cause. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus punk que de s'enlaidir ou de révéler ses courbes pour les femmes dans le but de contester contre le gouvernement en place? Là où ça diffère énormément de nos punks actuels, c'est que c'est plutôt les aristocrates et les jeunes bourgeois qui s'enlaidissaient. En fait, ils en avaient marre de la période post-révolution et de la terreur, alors ils décidaient d'être complètement décadents et dans leur décadence, du coup, de s'enlaidir ou de révéler leur corps pour montrer leur désaccord. Ça se passe lors de la courte période qui s'appelle le Directoire, qui se passe de 1795 à 1799. D'un côté, il y a les hommes qu'on appelle les incroyables et de l'autre, les femmes qu'on appelle les merveilleuses. Au programme, coiffure style oreilles de chien, plis de vêtements faits pour accentuer de fausses difformités, par exemple des bosses, des genoux cailleux. On se crée des faux goitres, on porte des cannes et on marche voûté. Du côté des femmes, on va plutôt s'inspirer de l'antiquité grecque en portant des coupes empire, que ce soit d'ailleurs une coupe empire pour les vêtements mais aussi pour les cheveux. On enlève le corset, on utilise des vêtements un peu plus fins qui montrent bien la silhouette du corps. Bref, on s'enlaidit, on dévoile son corps et ça, je trouve ça extrêmement punk et j'adore, même si je soutiens pas forcément ce qu'ils revendiquaient. Tout à l'heure, je vous ai parlé des teintures vertes à l'arsenic qui ont fait partie des modes les plus meurtrières par le passé. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire de ce qui est considéré comme la deuxième mode la plus meurtrière, à peu près à égalité avec les teintures à l'arsenic. On se plonge en Europe, la mode à l'époque est de porter des robes à crinoline. Qu'est-ce qu'une crinoline? C'est une structure en cerceau que l'on met sous la robe pour lui donner un gonflant. Vous en doutez, à l'époque, on s'éclairait à la bougie et il suffisait que de très peu d'inattention et un volume dans l'espace biaisé à cause de l'importance du vêtement pour que une chandelle se mette à brûler un vêtement. Alors je sais pas vous, mais moi je connaissais déjà cette histoire, mais par contre ce que je savais pas c'est qu'il y avait un deuxième facteur aggravant. Les tissus des vêtements qui étaient utilisés à l'époque étaient très fins et donc extrêmement inflammables. Malheureusement, beaucoup de femmes sont mortes brûlées vives à cause de ça. Ça devait être juste effroyable. À vivre, à voir, ça me donne des frissons tellement c'est horrible. Pour cette cinquième et dernière anecdote, que me diriez-vous si je vous annonçais que le chapelier fou, eh bien ce n'est pas qu'une invention de Lewis Carroll dans Alice au pays des merveilles. Moi quand j'ai appris ça m'a pas tant étonnée parce que j'avais vu des vieux dessins animés qui reprenaient encore une fois cette histoire de chapelier fou, donc une forme de logique qui s'est créée directement. On va revenir sur notre toute première anecdote de la guerre des castors et on va revenir à ces foutus chapeaux en feutre. Et je dis bien foutus chapeaux en feutre parce qu'ils vont encore avoir des conséquences sur la santé de certaines personnes. Les chapeliers en Europe, pour confectionner ces chapeaux, utilisaient un ingrédient assez particulier. En fait, pour l'étape où il faut assouplir la fourrure pour la transformer en feutre, ils utilisaient du nitrate de mercure. Vous en doutez, l'exposition prolongée au nitrate de mercure dans des pièces en général étroites et mal ventilées ont causé de sérieux dégâts aux personnes qui les manipulaient, qui sont donc les chapeliers. Ce qui se passait, c'est que les vapeurs du nitrate de mercure endommageaient leur système nerveux central. Et cela impliquait beaucoup d'effets. Par exemple, des tremblements, des troubles cognitifs, l'irritabilité, les sautes d'humeur, les hallucinations, les délires, ainsi que des problèmes moteurs. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était quelque chose d'extrêmement connu. Par exemple, l'expression « fou comme un chapelier » était une expression couramment utilisée. D'ailleurs, leur tremblement avait aussi leur petit nom qui était « tremblement du chapelier ». Si Lewis Carroll n'a jamais parlé du fait que son personnage a été inspiré de ça, il faut savoir que à l'époque où il a vécu, chapelier et folie étaient intimement liés. Donc c'était à peu près normal pour tout le monde d'associer l'un à l'autre.
Décidément, ces chapeaux en feutre ont causé beaucoup de dégâts autant animal que humain. Bref, j'espère vous avoir appris plein de petites choses, même si ce sont des choses pas très joyeuses. J'espère un jour pouvoir faire une autre vidéo du genre un peu moins eurocentrée, mais c'est plus compliqué je trouve de trouver des anecdotes dans d'autres régions du monde. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas non plus à commenter en me disant quelle anecdote t'a le plus surpris. Si tu as des sujets, des suggestions pour une deuxième version de cette vidéo et encore une fois un peu moins européano-centrée, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, je vais faire quelques recherches à ce sujet et ce sera trop chouette de faire une autre vidéo comme celle-ci. Évidemment, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous embrasse bien fort, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous de citrouille.